Bonjour, bienvenue au 5e épisode de la saison 1946 de Jackie Robinson et des Royaux de Montréal en revue. Le camp d'entraînement tire à sa fin, surtout depuis que l'équipe a annulé 4 des matchs hors concours qui lui restaient à jouer avant le début de la saison. Rien n'est joué pour Jackie et John Wright, du moins pas officiellement. Le 6 avril, les Royaux se sont inclinés 4-1 contre les Saints de Saint Paul de l'association américaine. C'est John Wright qui a subi la défaite, accordant 3 points en 3 manches. Mais ce qui se passait hors du terrain était encore plus intéressant. Les Royaux avaient un match prévu le 7 avril dans la ville de Sanford. Si vous vous rappelez le premier épisode, Robinson et Wright avaient débuté le camp à Sanford avant d'en être chassés par la population locale qui était totalement opposée à l'idée du baseball intégré. Eh bien, il semblerait que les autorités municipales avaient demandé aux Royaux de laisser les deux Afro-Américains à Daytona Beach. Mais fidèle à sa nouvelle politique, l'équipe a dit non. Ils ont fait le voyage à Sanford et Jackie était de l'alignement partant. Le match a débuté normalement. À sa première présence au bâton, Robinson a frappé un simple à l'avant-champ, a volé le deuxième but et est venu marquer. Il a disputé 2 manches en défensive, tout se passait bien. C'est après la deuxième manche que ça s'est gâté. Si vous avez vu le film 42, vous vous rappelez sûrement cette scène où Jackie court autour des sentiers et le chef de police saute sur le terrain et lui ordonne de quitter les lieux. Mais c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, mais la réalité est presque aussi absurde que la fiction. Une fois la deuxième manche terminée, le chef de police de Sanford s'est présenté sur le terrain, a été voir le gérant Clay Hopper et lui a dit que Wright et Robinson devaient quitter, sinon il arrêterait tout simplement le match. Hopper a jugé qu'il n'était pas utile de protester et a renvoyé les deux hommes au vestiaire. Évidemment, cet étrange enchaînement d'événements soulève plusieurs questions. Pourquoi on n'a pas annulé tout simplement la partie comme d'autres villes l'avaient fait? Pourquoi avoir laissé 2 manches s'écouler avant d'intervenir si on n'avait pas l'intention de permettre la tenue de la rencontre? Parce qu'en bout de ligne, il y a eu du baseball intégré à Sanford ce jour-là. Les gens présents ont vu des Noirs et des Blancs ensemble sur un même terrain. Ils se sont rendus compte que la Terre n'avait pas cessé de tourner. Donc on peut dire que ça a été, dans un certain sens, une mini-victoire pour l'intégration à Sanford, surtout après ce qui s'était produit un mois plus tôt. Étonnamment, Robinson a réussi à mettre tout ça derrière lui et dès le lendemain, il était de retour sur le terrain. Il a frappé un triple, a soutiré un but sur balle, volé un but et marqué 2 points dans une défaite des Royaux. Le même jour, le 8 avril, la direction de l'équipe a annoncé avoir vendu le contrat du deuxième but Lou Rockelli au Saint Paul, un autre des clubs écoles des Dodgers. Rockelli était considéré comme le rival le plus sérieux de Robinson pour le poste de deuxième but partant chez les Royaux. D'ailleurs, il faut lui rendre hommage à ce Lou Rockelli. Il a été un coéquipier exemplaire au cours du camp de 1946. Robinson n'avait jamais joué au deuxième but et Rockelli l'a beaucoup aidé à apprivoiser la position et ce, malgré le fait que Jackie risquait de lui ravir le poste et c'est effectivement ce qui est arrivé en bout de ligne. Suite au départ de Rockelli, à un peu plus d'une semaine du début de la saison, il semblait acquis que Jackie allait débuter la saison avec le club. Et on ne sait pas si la présence probable de Robinson y était pour quelque chose, mais la vente de billets pour les matchs à Montréal allait très bien. Le 10 avril, on pouvait lire dans le Montréal Matin que l'équipe avait déjà vendu pour 45 000 $ de billets de saison, presque 4 fois plus qu'elle en avait vendu l'année précédente. Évidemment, le contexte n'était pas le même. C'était la première saison de l'après-guerre et, globalement, les assistances ont augmenté à peu près partout dans le baseball en 1946. Pour vous donner un point de repère, en 1945, 4 équipes des ligues majeures avaient attiré 1 million de spectateurs ou plus. En 1946, ce chiffre-là va passer à 9. Il y a même une équipe, les Yankees, qui ont attiré plus de 2 millions de spectateurs. On ne peut pas savoir l'impact qu'a eu Jackie sur les ventes de billets, mais déjà, alors que la saison n'était pas encore commencée, on pouvait dire qu'il ne nuisait pas à la vente de billets, et ça, c'était déjà quelque chose. Parce qu'on craignait beaucoup, à l'époque, que le public blanc déserte les stades si on intégrait le baseball. C'est un argument qui était souvent utilisé par les magnats du sport pour justifier la ségrégation dans le baseball. C'était peut-être seulement une excuse qu'ils utilisaient, mais ça revenait souvent, et c'est une théorie qui sera démontée de toutes pièces au cours de l'année 1946. On aura la chance d'y revenir. C'est ce qui complète cette édition de la saison 1946 en revue. Merci de l'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine. Ne manquez pas ça, le début de la saison approche.